Bonjour Marcel Gauchet. Bonjour. Bienvenue dans l'esprit de l'escalier avec un menu dont vous m'avez dit hier qu'il n'était pas exaltant, mais aussi fastidieux, nos thèmes puissent-ils sembler, votre pensée ne l'est jamais. Alors avant de revenir justement sur quelques sujets de l'actualité, peut-être un droit de suite, peut-être un remords. La dernière fois que vous étiez assis à cette table, vous avez critiqué le G7 comme étant l'incarnation de la vacuité un petit peu, du blabla diplomatique sans grande substance. Et après ce sommet, la presse a salué la performance. Macron a gagné son brevet d'homme d'État, nous dit Le Point. Alors il y a eu l'Iran, il y a eu l'Amazonie, la taxation des GAFA. Quel est votre sentiment ? Bien justement, ce qui mérite qu'on y revienne, c'est pas le remords, c'est au contraire la persévération dans l'erreur. Oui. Parce qu'en effet, Macron, avec beaucoup de talent dans le genre, il faut le lui accorder, a réussi la performance médiatique du siècle. Hein. Mais c'est intéressant d'y revenir pour rappeler aux journalistes que les succès diplomatiques se jugent dans la durée. Nous ne sommes pas très longtemps après. Que reste-t-il de ce triomphe, de cette victoire qui ramène la France au premier rang des puissances de ce monde? Vous avez bien lu les titres déjà. Oui. Et il faut insister sur le décalage, c'est tout ce que je voulais faire brièvement, entre ce ronflement très sonore qui nous a perturbés pendant quelques jours et le néant final des résultats qui arrivent. La taxation des GAFA ? La taxation des GAFA, qu'en restera-t-il? Nous autres Français pouvons les taxer et ça donnera quoi? La chose la plus frappante, l'annonce la plus saisissante sur le plan opératoire, c'était le fait que Macron renonçait à signer le Mercosur. Mais Madame Merkel, avec sa petite voix discrète, a fait entendre que dans son esprit, il n'en était pas question, que tout ça ne changeait rien. Et je serais très étonné que M. Macron n'écoute pas la chancelière avec une oreille très attentive et ne remballe ses fermes intentions de faire le malin. Je croyais qu'elle était affaiblie et que maintenant on pouvait lui faire entendre raison. Non, elle est affaiblie, mais encore plus forte que nous. Ah bon. Voilà qui est fâcheux. Un mot tout de même sur le début. Elle est plus forte que nous, non pas en soi, mais parce qu'elle a davantage l'oreille des autres Européens que nous. Nous sommes très isolés et elle exprime le mainstream européen. Ah d'accord, elle n'est pas plus forte à cause de la puissance allemande. Non. Mais la puissance allemande est suffisamment jugée névralgique dans le cadre européen que, en général, les autres Européens écoutent plutôt les Allemands que les Français. Oh, ils ont tort. Ils ne connaissent pas notre Mais c'est comme ça. Un mot sur l'Iran tout de même, parce que ce que j'ai trouvé amusant, moi, vous avez raison, on ne sait pas ce que ça va donner, mais enfin, je veux dire, c'est la première fois qu'un pays arrive, depuis que Donald Trump a dénoncé l'accord avec l'Iran, c'est la première fois qu'on peut imaginer un début de médiation. Mais après tout, est-ce que ça, c'est pas la victoire de la vieille diplomatie, la France qui pourrait jouer les honnêtes courtiers? Dans le fond, ça, c'est quand même pas si mal. Dans le principe, comment être contre? Mais en pratique, de quoi s'agit-il? Évidemment que les Iraniens jouent toutes les cartes à leur disposition, celle-là y compris, Trump aussi. Il fait un geste de bonne volonté en ne s'opposant pas. Mais quand on joue toutes les cartes à sa disposition, on a néanmoins une carte maîtresse qu'on garde dans sa manche pour la sortir au bon moment, et celle-là, elle n'est pas concernée par nos... D'accord, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Bon, eh bien... Et on le voit d'ailleurs, l'actualité en témoigne suffisamment. Et voilà mon humeur optimiste douchée. Bon, très bien, passons à ce qui s'est passé cette semaine. Alors, les journalistes du Monde vous ont placé en tête de la liste des prestigieux signataires. Je me demande bien pourquoi. Je devais être le dernier à signer, les derniers sont les premiers. Oh, moi je dirais plutôt qu'ils ont voulu, et ils ont eu raison d'ailleurs, ils ont voulu votre parrainage, donc un certain nombre de noms prestigieux a signé l'appel aux actionnaires du Monde à garantir l'indépendance éditoriale du journal. Et à l'origine de ce branle-bas de combat, eh bien, c'est la nouvelle selon laquelle Mathieu Pigasse a revendu la moitié de ses parts, 49% je crois de ses parts,
à Daniel Kretinsky, l'homme d'affaires tchèque qui possède déjà Marianne et quelques autres groupes, quelques autres journaux rachetés à Hachette, et que Prisa est en train de négocier avec le même Kretinsky. Donc les journalistes du Monde s'inquiètent. Avant de venir peut-être au cœur du problème, est-ce que selon vous, Daniel Kretinsky veut et peut racheter le Monde, et est-ce que c'est un problème ? Je n'ai pas la moindre notion sur ses intentions. Je pense que si tel était le cas, c'est un problème. Et un problème qui, en un sens, n'est pas nouveau. Je n'ai pas, en signant cet appel, cautionné ce qui s'est déjà passé au monde, dont la formule capitalistique, dès l'origine, n'était pas pour m'enthousiasmer. Vous voulez dire en 2010, le rachat Oui. 2010 Oui. par le trio Oui. Niel, Berger, Pigasse. C'était déjà un très mauvais signe. Pourquoi ? Parce que, de deux choses l'une, où on a affaire à des gens qui ont des intentions vis-à-vis des titres de presse qu'ils rachètent, et que des intentions qui ne peuvent être que de servir leurs intérêts, ou ils n'en ont pas, et se comportent en riches personnages. En quasi-mécène. Oui, c'est un mécénat d'un genre particulier. Est-ce qu'on peut appeler les danseuses que les milliardaires entretenaient au XIXe siècle du mécénat? Bon, c'est à ça que je pensais, en tous les cas. Voilà. Oui, mais ce n'est pas non plus une chose très saine de penser qu'un journal n'a pas à être une entreprise économique et que son statut social est suspendu au bon vouloir de milliardaires qui font une aumône pour que le bas peuple puisse lire des choses à peu près sensées dans ce qui est à l'échelle de sa fortune d'acheter. Donc tout ça est malsain d'emblée, mais encore faut-il que le malaise ne s'aggrave pas. Et c'est ça le sens de ma signature. Je pense que ce jeu de grands intérêts capitalistes qui trouve maintenant dans les médias un champ d'application privilégié, sans qu'on sache très bien et qu'on arrive à le démêler, parce que c'est très difficile à clarifier ce qui se passe au juste finalement dans tout ça, est quand même très préoccupant pour la suite. C'est à l'avenir qu'il faut penser. Oui, mais alors, écoutez, si les investisseurs ne peuvent pas gagner de l'argent, d'abord, oui, effectivement, ils veulent de l'influence. Donc, est-ce que l'indépendance, tout de même, elle ne dépend pas du fait que, comme vous l'avez dit, les journaux sont des entreprises, les médias sont des entreprises, donc est-ce que leur indépendance ne dépend pas du fait que ces entreprises trouvent leur marché et, parviennent à assurer leur développement par leur vente, tout simplement. Je le pense. C'est pourquoi je n'apprécie de manière générale pas du tout les grandes manœuvres capitalistiques autour des titres de presse ou des médias. Je pense que le bon sens est d'aligner ses moyens sur ses recettes. Ça reste basique et c'est la vraie garantie de l'indépendance. Oui, mais alors là, je vais tout de même défendre les camarades du Monde, parce que, comme vous le savez, produire une information de qualité, quoi qu'on en pense, en tous les cas, techniquement, cela demande beaucoup de moyens. C'est vrai. Et nous voyons bien que le lectorat prêt à payer le prix que coûte l'information, eh bien, se réduit plutôt qu'il n'augmente. Oui et non. Je pense qu'il faut, de ce point de vue, faire des choix. Je trouve les journaux très chers et je ne suis pas sûr que leur gestion interne soit très raisonnable. Le Monde de Hubert Beuve-Méry, je sais, le vieux nostalgique d'une époque dépassée, oui, ok. N'empêche qu'avec beaucoup moins de journalistes, faisait un bien meilleur journal. Il y avait donc un journal totalement indépendant. Il l'a prouvé. Oui, avec toutes les. Ça ne veut pas dire qu'il avait la bénédiction apostolique pour tout, pour autant, mais il était indépendant. Certes, mais précisément. Donc à partir du moment où on voit bien que cette époque où les quotidiens pouvaient vendre 500 000, 600 000... Non, je pense qu'il y a un... Oui, ça n'est pas certain. On a d'autres exemples dans des pays étrangers où les titres de presse se portent très bien. Je pense par exemple à l'Angleterre, tout près de nous. Dans une certaine mesure, l'Allemagne, on a des titres qui se portent très bien. Je pense qu'il y a eu je dirais grossièrement, parce que c'est des situations particulières, que les journaux
ont appris à une époque à vivre au-dessus de leurs moyens grâce à la publicité. Et ils prétendent maintenir ces moyens à une époque où le rendement de la publicité dont ils peuvent bénéficier est bien moindre. Et donc, c'est ça la question qu'il faut traiter. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus d'ailleurs que quand un média échappe aux lois du marché, comme c'est partiellement le cas de France Inter ou de France Culture, ou totalement de France Culture, ça pose en réalité d'autres problèmes. Mais oui. C'est-à-dire que vous pouvez vous moquer éperdument des intérêts du pluralisme, de ce que veut le public. Donc, oui, il n'y a pas de situation plus compliquée que cet ajustement des moyens que procure le public et d'une entreprise qui, en même temps, a pour finalité une information indépendante. C'est une terrible difficulté, oui. Mais ça vaut la peine de s'en occuper. Il faudrait peut-être que les journalistes arrêtent de penser naturellement qu'en quelque sorte, ils devraient être subventionnés plus qu'ils ne le sont déjà, d'ailleurs, puisque, comme ils le sont déjà. Les titres de presse... Non, nous avons en France, d'ailleurs, il faut le souligner au passage, cette solution miraculeuse de titres possédés par des milliardaires, oui. Qui en principe ont des moyens, et qui sont néanmoins subventionnés par l'État. Pourquoi l'État subventionne-t-il des milliardaires? Eh bien donc les journalistes se sont habitués à considérer qu'ils fabriquaient une marchandise à la fois précieuse et tout à fait différente du reste des autres biens, et que cela donc supposait qu'on les aide à vivre si leur lectorat n'y suffisait pas. Oui, eh bien je pense que c'est très malsain, et c'est le sens au moins si l'affaire Kretinsky ouvrait cette discussion, y compris à l'intérieur du monde, il y aurait lieu de s'en féliciter, parce que nous vivons dans un système bancal et malsain. Bon, alors je ne sais pas ce qui va se passer à l'intérieur du monde. Dernier mot là-dessus. Alain Finkielkraut, qui a été interrogé par Guillaume Erner sur France Culture, a dit qu'il n'avait pas signé cet appel, non pas qu'il ne fut pas favorable à l'indépendance du monde. Personne ne le soupçonne de ça. Voilà, mais a-t-il dit, j'ai lu il y a quelques jours une tribune de Gérard Noiriel dans laquelle il parlait de Zemmour et de sa délinquance... de la pensée. Délinquance médiatique. Délinquance de la pensée. C'est un délinquant de la pensée. Mais c'est un délinquant de la pensée, c'est une catégorie nouvelle. Voilà. Catégorie reprise, disait Finkielkraut à son compte par Le Monde, qui en a fait un gros titre en gras, etc. Et il dit... je suis désolé, si l'indépendance leur sert à ça, je ne peux pas, car qui dit délinquance dit police. Oui, mais je pense que Alain Finkielkraut n'est pas cohérent avec lui-même, parce que malheureusement, l'indépendance implique aussi la liberté de publier des insanités. Et par conséquent, il y a un prix à payer de cette indépendance, qui est le fait qu'on trouvera évidemment, si je devais faire la liste de tous les articles du monde qui auraient pu me dissuader de signer cet appel, elle serait très longue, mais ce n'est pas le sujet. Par définition, à partir du moment où il y a indépendance, il y a nécessairement des aberrations de l'indépendance. Certes, mais je trouve que c'est la liberté. C'est vrai, je comprends ce que vous... La liberté, c'est la délinquance. Oui. Oui, bien sûr, mais c'est l'idée même... C'est pour ça qu'il y a des peines. L'idée même de l'appeler délinquance par un journal comme Le Monde est tout de même assez choquante. Non, et il est vrai que... C'est pas Le Monde qui l'a appelé ainsi. Oui, mais enfin, si vous voulez... C'est la formule de Noiriel. Quand vous mettez un titre... Non. Je pense que je ne doute pas de l'approbation assez massive dont la catégorie en question a pu bénéficier de la part des journalistes du monde. Mais ce n'est pas le sujet. La notion vient de... C'est une tribune publiée par un journaliste extérieur au monde. Et je pense honnêtement qu'aucun journaliste du monde, vis-à-vis d'un confrère, qui plus est, aurait osé formuler cette notion. Oh, alors là, vous vous trompez, parce que non, la plupart des journalistes ne considèrent pas Zemmour comme un confrère. La preuve, c'est que des syndicats de journalistes ont demandé, et obtenu d'ailleurs, dans le cas de iTélé il y a quelques années, son renvoi, que le syndicat des journalistes du Figaro demande en permanence qu'il soit recadré ou ceci ou cela. Donc la solidarité des journalistes... Malgré tout. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que demander l'indépendance et refuser très souvent le pluralisme me paraît être tout de même problématique. C'est deux choses différentes. Bon. Il y a l'indépendance économique et rédactionnelle des journaux, et il y a l'indépendance intellectuelle des journalistes. Il n'y a malheureusement aucune corrélation entre les deux. D'accord, et aucune recette d'ailleurs. Et aucune recette. Bon. Très bien. Voilà, nous évoluons dans un monde
difficile. Très bien. Donc souhaitons à nos confrères du Monde d'échapper, enfin mes confrères du Monde, pas les vôtres, d'échapper donc aux fourches codines de ceux qui voudraient les asservir. Et venons-en à un psychodrame français qui dure depuis un quart de siècle. Cher Marcel Gauchet, c'est le psychodrame sur les retraites. Et là, je compte beaucoup sur vous pour m'éclairer. Parce que j'ai l'impression que depuis 1995, tout le monde trouve ça normal. Dès qu'on prononce ce mot, nous savons que nous allons passer par des manifestations plus ou moins suivies, plus ou moins longues, plus ou moins enquiquinantes, mais enfin, nous savons qu'on ne peut pas envisager l'ombre d'un début de réforme sur les retraites sans mettre une partie de la France dans la rue. Or, sur le papier, ça me paraît simple, on vit plus vieux, donc il y a moins d'inactifs pour payer les inactifs, donc a priori, il y a deux solutions, soit on verse moins de retraite, soit nous travaillons plus longtemps, quelque chose comme ça. Bon. Après, il y a certainement des détails à revoir. Et je me rappelle qu'en 1995, Bourdieu haranguait les foules sur son tonneau de la gare de Lyon, et vous étiez dans l'affreux camp de la raison et de la réforme avec la fondation, comment s'appelle-t-elle, Saint-Simon, voilà, avec Pierre Rosanvallon et les autres. Alors, que pensez-vous de ce psychodrame, de ces 25 ans de réforme? Je vous rassure sur un point, le psychodrame va continuer. Et à mon avis, dans 25 ans, on y sera encore. Parce que c'est une question affreusement compliquée. Dans le principe, elle est simple. Vous avez dit l'essentiel. Allongement de la durée de la vie, réduction de la proportion des actifs par rapport aux inactifs qui vivent de plus en plus longtemps. Bon. Alors, il y a un ajustement à opérer. Mais par ailleurs, le système proposé par Macron, qui reprend d'autres modèles, le modèle suédois en particulier, paraît sur le papier un modèle juste et transparent, puisqu'on a un système à points où chaque cotisation correspond à un nombre de points pour la retraite parfaitement défini. Le principe est consensuel. Je connais très peu de gens. Non, ce principe du système à points qui remet tout le monde sur le même plan est juste. Il est consensuel à la RATP? Non. Il est consensuel dans son principe. D'accord. Oui. Mais la question, c'est la transition par rapport à la situation dont nous partons. Alors, je pense qu'il faut d'ailleurs faire intervenir deux éléments de base dans cette affaire. Un, tout le monde s'accordera facilement là-dessus. Pour opérer cette transition de manière équitable, il faut des gens à qui on fait confiance. Et l'un des problèmes qui rend cette affaire très embrouillée, c'est que les partenaires sociaux, comme on dit, n'ont pas confiance dans les gouvernants qui conduisent l'opération parce qu'ils les soupçonnent de toutes sortes d'arrière-pensées, ce qui est vrai. Vu de Bercy, on a des idées derrière la tête à l'égard de l'évolution de ces systèmes. C'est-à-dire que dans l'ensemble, il faut tout de même décider qui va gagner, qui va perdre. Voilà. Mais en principe, l'idée, c'est que personne ne perd et personne ne gagne. Mais on part de situations acquises qui sont très avantageuses pour les uns et d'assez désavantageuses pour les autres. La question supplémentaire est de ce que on mêle deux questions très différentes. L'une qui est un alignement de ce que vous avez cotisé sur ce que vous allez recevoir en tant que retraité, et d'autre part, une question bien plus compliquée, et par définition contentieuse, qui est la redistribution. C'est qu'il faut, par exemple, pour prendre les exemples les plus simples, un niveau minimal de retraite pour des gens qui, si on se contentait de leur cotisation, auraient une retraite très faible. Donc on va la relever, mais donc on va prendre à d'autres par rapport et c'est très compliqué parce que ça représente des masses financières énormes. Ah oui, vous voulez dire les petites retraites qu'il faut monter, mais... Eh bien oui, mais vous avez la question du travail dit pénible. C'est une des causes, dans le cas de la RATP, de la motivation des agents. Les agents de conduite qui partent en retraite, ils peuvent partir en retraite à partir de 52 ans et qui ont pour argument le fait que travailler toute la journée dans un tunnel, c'est pas très rigolo, ce qu'on peut leur accorder.
Vous avez... Bien, mais enfin, vous avez des gens qui travaillent à la radio de nuit. Oui, mais bien entendu. Mais c'est voilà. là où, donc, à partir du moment où vous soulevez cette question de la pénibilité, Oui. vous ouvrez une boîte de Pandore de la plainte sociale généralisée, et vous croyez que travailler avec des enfants en maternelle, baisser toute la journée, c'est pas pénible? Bien sûr que ça Des l'est. moutards qui ne savent même plus tenir un stylo, en plus. Donc, on ouvre une espèce de boîte noire de ce qu'est la vie sociale dans toute sa difficulté. Alors, il y a la question de la maternité qui intervient dans le problème des retraites. Ça pénalise évidemment les femmes qui ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants. Et donc, il faut aussi arranger la chose avec les hommes qui devraient aussi avoir des congés parentaux, etc., etc., etc. C'est infini. Et il y a encore bien d'autres choses qu'on peut mettre sur la table. Mais tout de Donc, même, oui. plus le fait qu'on part d'une... Le cas le plus frappant est celui, il manifeste avec énergie, de toute une série de professions qui se sont organisées corporativement pour produire leur propre système de retraite, qui sont très bien gérés, ce qui n'est pas forcément le cas du système Vous général. parlez des médecins, par exemple. Les médecins, les avocats. Dont les caisses sont excédentaires. Dans les caisses, Et évidemment, non, mais on veut leur il vaut mieux qu'une caisse de retraite soit excédentaire. Oui, oui. puisque- Mais on veut leur piquer leur magot. C'est Voilà. pour ça. Donc, ils deviennent en fait des affluents destinés à combler le Bien trou sûr. du régime général. Et nous n'avons pas encore prononcé le mot fatal. Régime spécial. Non, le mot fatal, c'est les régimes spéciaux. Ça, c'est les situations acquises, mais de professions dont le statut du point de vue du chômage pose des problèmes, mais plus encore du point de vue de la retraite, c'est les fameux intermittents du spectacle. Bah oui. Oh là, oh là, oh là 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 là. Mais Ils sont étrangement silencieux, d'ailleurs. vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ça va venir, chacun doit entrer dans Non, mais la danse à son rythme. Et on va faire un tour de France des situations catégorielles, professionnelles, sexuelles, Alors, en tout d'accord, genre. mais est-ce qu'il y avait tout de même C'est inévitable. Avant sur ces questions, et ce qui est apparu en 95, c'est tout de même une rupture entre une France protégée, soit par soit les salariés à statut, soit les fonctionnaires, disons. C'est le secteur Voilà, public. le secteur public entre une France Ben oui. protégée et une France qui ne l'est pas. Et Ben oui. qui ne l'est pas dans très Eh bien, longtemps. c'est ça, Pendant l'idée. très longtemps, la France protégée a dit ah oui, mais nous, nos salaires sont tout de même Voilà. plus faibles, en conséquence de quoi C'est la RATP, nous on retrouve avons ça. deux compensations, la garantie de l'emploi, c'est-à-dire ce qui n'est pas rien dans un pays Énorme. qui est hanté par le chômage, la garantie de l'emploi, et deuxièmement, une retraite plus avantageuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays où la moitié des gens ont des emplois qui sont tout de même précaires et qui sont aussi mal payés dans le privé, est-ce que ça se justifie? Non. Et- Je pense en effet que l'existence de ces régimes spéciaux ne se justifie pas. Je ne vois aucun argument, sinon des arguments contingents qui ont leur nez force. C'est le contrat social. On vous paye mal, mais vous partez plus tôt. On va vous assurer une retraite plus élevée, mais moyennant des servitudes particulières dans l'exercice de vos fonctions, etc. On connaît tout ça par cœur. Mais aujourd'hui, effectivement, ça paraît indéfendable. Je ne vois absolument aucun argument n'était le fait qu'il y a une situation acquise et que la notion d'avantage acquis n'est pas constitutionnelle, mais pourrait le devenir, en quelque sorte. Voilà. Donc, on a créé un désordre, en fait. L'État social, qui est une merveilleuse invention, et la création la plus originale de l'Europe du XXe siècle, il faut le dire, a créé, parce que là il faudrait revenir sur toute son histoire, une situation d'opacité sociale généralisée, avec toutes sortes de situations particulières qu'on a gérées en bricolant. L'État social, c'est un gigantesque bricolage C'est vrai, par qui n'a contre, jamais, plus ou moins. Est-ce que ça Non. n'est pas tout de même aussi une petite spécificité française? Disons que la spécificité française, c'est le secteur public, qui a des avantages tout à fait particuliers parce que il était grand, gros, et que, en principe, c'était l'achat de la paix sociale dans ce secteur stratégique était un objectif prioritaire pour tous les gouvernements. Ça a fini à la longue par créer un empilement de situations invraisemblables. Mais
c'est assez général et ça se comprend très bien. On est parti d'une auto-organisation de la société en la matière, les mutuelles ouvrières, les coopératives, il y avait une efflorescence d'organismes. À un moment donné, on a dit il faut que tout le monde entre dans le système social général. Sauf qu'on l'a, pour des raisons souvent de transactions plus ou moins sordides, on a laissé subsister une foule de situations particulières, un peu partout, à des degrés divers selon les sociétés. Et on se retrouve à un moment où, de toute façon, on est obligé de repenser ces systèmes de fond en comble pour un problème de ressources. D'accord, mais écoutez, on a déjà eu, après 95, donc la réforme Juppé avortée, on a eu plusieurs réformes Fillon. Non, pas si avorté que ça. Pas complètement avorté. Mais non, parce qu'il y a eu le grand... Donc ils ont arrêté les régimes spéciaux de la SNCF? Non, ils n'ont pas arrêté, mais ils ont été déjà profondément remaniés. Tout ça a beaucoup bougé. D'accord, donc il y a eu tout le temps des réformes, en fait. Oui, mais des micros... L'idée étant, on va y arriver petit à petit. Et quand Emmanuel Macron propose l'idée d'une remise à plat générale, là, on change de logique. On n'est plus dans des micro-ajustements, dans des systèmes particuliers. On est dans une redéfinition de la philosophie du système. Et à mon avis, l'erreur, et c'est là où on voit que notre système politique ne fait pas l'affaire, c'est que en fait, ce n'est pas un truc qu'on peut faire technocratiquement entre experts, si qualifiés soient-ils, et on en a beaucoup besoin parce que c'est très compliqué, mais c'est une réforme générale de la redistribution sociale, de la protection sociale qu'il faut envisager et il faut la prendre par en haut. Et là, on navigue, on patauge dans le technocratique dont il ne sortira rien. Bon, d'accord, donc vous, ça y est, celle-là non plus ne marchera pas. On n'arrivera pas tel qu'on procède, à mon avis, à une solution acceptable par la plupart des corporations qui sont directement impactées. Je lisais il y a 2-3 jours un excellent papier, par exemple, qui expliquait comment le gel du point d'indice des fonctionnaires allait avoir, si on y ajoute la réforme des retraites, un impact catastrophique sur les enseignants qui vont changer, dont on va changer le mode de calcul des retraites et qui vont... On sait qu'ils ont leur salaire a chuté considérablement en pouvoir d'achat depuis très longtemps et qui vont se retrouver avec ce nouveau mode de calcul complètement paupérisé à la retraite. L'attractivité de la profession qui n'est déjà pas glorieuse alors que c'est la première profession du point de vue de la République... va se retrouver définitivement compromise. Mais il faut penser à toutes les conséquences. L'idée séduisante de 1 point, 1 euro, en fait, ça ne marche pas. Ça marche sur le papier. Ça ne tient absolument pas compte de la situation à la fois pratique dont on part, dont il faut un inventaire très soigneux, et des conséquences durable de cette réforme. Et ce que vous me dites, en fait, et en plus, sans parler des principes. Par exemple, qui est juge de la pénibilité? Est-ce que c'est l'administration? Il me semble que dans la loi travail, déjà, ils avaient essayé oui, qui est déjà un casse-tête effroyable pour les employeurs. Qui était c'est n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça qu'il y a un problème de méthode. C'est que compte tenu de l'ampleur, la méthode, ils nous ont annoncé qu'ils allaient tellement parler qu'ils ne prendraient jamais quasiment. Non, mais c'est ça. Bon, donc continuons. Mais justement, alors c'est ma question. Donc, vous me dites que nos gouvernants ont un déficit de légitimité, ça n'est pas nouveau. Donc, c'est à peu près vrai de tous ceux qui se sont succédés depuis longtemps, et qu'en conséquence, aucun n'est suffisamment légitime pour mener à bien cette réforme énorme. Mais non, mais justement, il ne faut pas faire comme ça. C'est pas dire, moi, je vais faire la réforme. Il faut mettre dans le coup la société par une vraie délibération où le Parlement, là, pour le coup, aurait son sens. Il faut une discussion sur le fond de ce qu'on veut faire et une adhésion des... Vous croyez au débat, au grand débat Non, je ne crois pas au grand débat. Je ne crois pas au grand débat... façon Macron. Façon Macron du tout, dont on voit d'ailleurs qu'il n'est pas producteur de résultats très éclairants. Mais je crois à une vraie discussion parlementaire par des gens qui prennent le temps de voir techniquement les problèmes et de discuter des principes. Parce que l'autre point qu'il faut souligner et qui rend ces choses très difficiles, c'est qu'il faut voir ce que représentent les retraites dans notre système social. En gros, les retraites,
dans le monde occidental d'aujourd'hui, et singulièrement en Europe, c'est le socialisme. Le programme socialiste n'existe plus, mais parce qu'il est réalisé. Il est réalisé sous la forme de la retraite. 30 ans de vie, en gros, aux frais de la collectivité, de totale liberté, avec la garantie du côté de la santé, de la dépendance éventuelle. Qu'est-ce que ça serait d'autre? Marx n'aurait pas osé rêver une société socialiste comme ça. Oui, mais donc on n'en sortira jamais. On a vu des lycéens manifester pour leur retraite. Mais oui, mais bien entendu. Donc c'est l'horizon. L'horizon, c'est la retraite. Donc on ne s'étonne pas que les gens réclament la retraite à 40 ans. Après, oui, mais alors justement, ce dont on s'étonne... Et donc il faut voir l'enjeu. Ce dont on s'étonne, c'est que quand alors qu'on a fabriqué un truc, ne l'oublions pas, pour des gens épuisés par une vie de travail qui avaient quelques années à vivre et dont il s'agissait d'assurer un minimum de sécurité pour ces derniers jours. Là, c'est autre chose. On a créé la société socialiste sous forme de la société des retraités. Oui, mais alors, blague à part, quand on parle avec... Mais c'est pas une blague. Non, non, mais je sais que c'est pas une blague. Vous avez parfaitement... Vous avez raison. Mais quand on parle avec beaucoup de gens, ils vous disent aussi que très souvent, la retraite, pour eux individuellement, ça a été le moment de la désocialisation, qu'après tout, c'est vrai qu'à 60 ans, aujourd'hui, sauf si vous avez travaillé effectivement dans une mine de charbon, mais à 60 ans, ou 62 ans, ou 57 ans, vous êtes en forme dans la plupart des cas. Dans de nombreux cas. Alors, je ne parle pas des gens qui ont travaillé dans l'amiante. Non, mais bien entendu, il y a des gens brisés par le travail. Mais disons que pour les générations nées à partir des années 60, la pénibilité est moins fréquente et la santé meilleure, pour aller vite. Donc, il me semble que pour beaucoup de gens, après, la retraite n'est même pas une bonne chose. C'est-à-dire il y a cette sorte de revendication d'un droit qui n'est pas forcément, qui ne rend pas forcément les gens très heureux après. Pas automatiquement, mais enfin... La plupart des retraités ne me semblent pas vivre dans la dérédiction. Non, c'est vrai, ils font des croisières. Ils font toutes sortes de choses. Oui. Mais d'ailleurs, ils jouent un rôle économique considérable au travers de tout le développement du bénévolat, du volontariat, des associations. Et de l'argent qu'ils donnent aux enfants et aux petits-enfants. Et enlever les retraités des systèmes communaux de gestion, et qu'est-ce qui resterait comme maire de village et comme... Il joue un rôle dans la vie sociale énorme qu'il faudrait aussi apprécier. Oui, c'est vrai. Donc c'est une question très... Il est parfaitement vrai par ailleurs qu'il y a des dépressions de la retraite, qu'il y a des divorces de la retraite parce que tout d'un coup des conjoints découvrent, alors qu'ils travaillaient chacun de leur côté, que quand ils sont condamnés à être toute la journée ensemble, ils ne s'entendent pas du tout, etc., etc. Bien entendu. Mais par exemple, même du point de vue de la collectivité, se priver à 65 ans d'un professeur d'université comme vous, c'est une stupidité. C'est effectivement une question extrêmement compliquée. Mais il y a des secteurs, et le cas de l'université, c'est l'exemple, on est dans un dilemme. D'un côté, il est essentiel que des jeunes générations trouvent leur place et s'affirment. Il faut renouveler. Et c'est un bon argument. Et puis d'autre part, il est vrai que de temps en temps, on peut regretter des compétences qui vont se perdre dans la nature alors qu'elles avaient une grande utilité sociale. Mais on peut imaginer que demain, de toute façon, moi je crois qu'il faut prendre cette retraite pour ce qu'elle est. C'est le coup d'envoi, à l'intérieur de remaniements beaucoup plus larges, d'une discussion qui va sur la transformation future de nos sociétés, dont on voit... Dans la protection sociale. En général, même l'activité. Pourquoi ne pas utiliser des gens d'expérience et d'âge pour l'éducation ? Énormément de retraités seraient de remarquables enseignants, alors qu'ils n'ont aucune formation particulière pour ça, mais une capacité de transmettre formidable. C'est l'évidence, etc., etc. Je pense qu'on va vers une redistribution de l'activité complète et vers des sociétés dont on voit un point essentiel. Parce qu'un autre élément qui pèse sur notre discussion, c'est l'avenir. C'est-à-dire que de toute façon, quid des gens qui ont aujourd'hui 25 ans, qui entrent dans la vie active et qui, dans 40 ans, vont se retrouver avec le problème de la retraite. Cette inquiétude énorme sur le futur pèse. Et ça veut dire une chose. Le climat aurait déjà...
Non, 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 non. Le climat, c'est à beaucoup d'égards un cache-sexe, si j'ose dire, de questions d'une autre nature encore plus compliquée. Et je pense qu'on voit bien sur cet exemple qu'on va aller vers des sociétés, après le cycle inégalitaire qu'on vient de vivre, on va aller vers des sociétés plus égalitaires. Parce que c'est la seule solution à ce problème, en fait. D'une certaine manière, on est confronté aux inégalités de toute nature, y compris en termes de ce qu'une vie de travail a fait de vous. Oui, bien sûr. Hein, le fonctionnaire territorial ou l'homme ou la femme qui a fait les 3-8 pendant 30 ans, c'est pas pareil, évidemment. Et donc, toutes ces inégalités-là vont arriver sur la place publique. Oui. Et on va aller vers une manière de repenser l'égalité beaucoup plus en profondeur. Alors, je voudrais qu'on fasse peut-être la prochaine fois une discussion approfondie sur Piketty et cette question de l'égalité. Mais dans ce que vous me dites, dans l'exemple que vous me donnez, le problème, si vous voulez, c'est que si on a une vision de l'égalité qui consiste à dire on va mettre tout le temps tout le monde, c'est pas justement on n'y arrivera pas. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas d'aboutir à une société indifférenciée. Ça serait ridicule. Elle sera de plus en plus. Vous aurez toujours des inégalités de destin, oui, voilà. De toute façon, il y a des inégalités qui relèvent de quelque chose sur quoi la puissance publique, quelle qu'elle soit, la plus bienveillante du monde, ne pourra rien. Votre capital génétique et la manière dont vous mourrez, personne ne pourra réaliser l'égalité de ces conditions-là. C'est vrai. Mais on peut avoir des sociétés plus justes et qui font... l'une des inquiétudes actuelles, c'est que les jeunes générations ont le sentiment de cotiser pour un système qui ne leur donnera rien à l'arrivée. C'est une inquiétude essentielle que le système à point est supposé relever, mais en réalité pas du tout. Parce que s'il n'y a plus de ressources, on redistribuera ce qui reste, de toute façon. Mais oui, mais alors, ce que vous me dites, donc, c'est que finalement, il faudrait faire quelque chose de beaucoup plus global, comme la réforme fiscale qu'on nous promet. Ben c'est la même. Tout ça se tient. Voilà, qu'on nous promet depuis des années, et ça n'est pas le chemin que l'on prend. Est-ce que vous pensez, vous, que Emmanuel Macron peut, comme d'autres avant lui, vraiment se casser le nez sur cette affaire de retraite et que ça peut briser son rêve d'un deuxième mandat ? L'élection présidentielle de 2022 ne se jouera pas sur l'efficacité de l'action menée dans le quinquennat précédent. Non, non, mais ce que je veux dire, on pourrait avoir une crise à la Juppé, une réforme qui met tout le monde dans la rue, non. Oui, mais si on met pas tout le monde... On le met, voilà, c'est toute la question. Si à tour de rôle, tout le monde à l'arrivée, il ne se passe rien. On va s'habituer. Voilà, c'est ça. Et puis on est passé, de toute façon, on est passé dans une société de marché, où tous les intérêts ont le droit de se manifester légitimement. Donc, ils sont tous contradictoires. De ce fait, ils ne menacent pas la place du pouvoir arbitral, qui dit, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'essaye d'arbitrer, mais aucun n'est d'accord. Alors, ça le conforte plutôt. On a besoin, plus que jamais besoin d'un arbitre. Non, ce qu'on voit bien sur ce terrain, comme sur un autre, c'est que Emmanuel Macron est parti sur des idées qui étaient plutôt pertinentes, sur toute une série y compris sur la démarche. On va discuter, mais comment et sur quelle base ? Mais sauf que, justement, l'idée générale de la démarche est plutôt bonne, à mon sens, mais les moyens d'exécution ne sont pas là. Et donc, c'est une promesse qui est faite pour ne pas être tenue. Mais dans le sens qui est pire, c'est qu'elle a le réalisme pour elle en principe, mais ça ne va pas loin. Et voilà, je crois que donc il sera décevant, mais ça n'empêche pas d'être élu. D'accord. Parce qu'il n'y a plus, éventuellement, plus décevant encore en face. Qui sait ? On verra peut-être. Mais attendez, on ne sait pas qui nous pouvons voir sortir de l'onde politique. Vous savez ? Je pense que... je ne sais pas qui on peut sortir de l'onde, mais je pense que Macron a très bien joué sur un point, donc il l'est nécessairement fait exprès, c'est qu'il a saturé l'espace des promesses possibles, sorti de la démagogie délirante, mais qui ne fait quand même jamais vraiment recette.
La retraite à 60 ans de Marine Le Pen et de Mélenchon. Oui, non, non, non. Ça marche pas. Hein. Tout le monde a compris. Ça marche pas. Non, non. C'est vrai. C'est vrai. Les Français sont pas gogos là. Non, 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 non. Il y a une longue expérience quand même de la discussion publique. La démagogie délirante ne fonctionne pas. Et Macron a en gros coché toutes les cases selon la formule établie de ce qui était possible d'envisager. Donc ça va être très difficile de trouver autre chose. Bon, très bien. Encore la centralité macronienne que nous connaissons. Ah, alors. Il a bien occupé le terrain. Oui, oui. Eh bien, en tous les cas, nous allons avoir une année effectivement rythmée par le festival de diverses corporations qui viendront faire entendre leur voix. Alors, je voulais passer à un autre sujet, c'est, vous savez, vous avez vous-même, on a souvent dénoncé l'Europe comme anti-populaire, comme éloignée des préoccupations des peuples, notamment avec sa promotion du multiculturalisme un peu échevelé. Et on a fait le même reproche au Macron progressiste, vous savez, au Macron de la culture française n'existe pas, du lyrisme. Voilà. Et voilà que la présidente de la commission, Ursula von Leyen, quand elle annonce son organigramme, eh bien, on découvre qu'il y a un commissaire à la protection de notre mode de vie européen en charge des questions migratoires. Et voilà que Macron, qui a dû lire peut-être Christophe Guilluy ou Marcel Gauchet pendant ses vacances, parle de l'immigration en disant qu'il faut la regarder en face, qu'il faut être pour des solutions ouvertes mais pas naïves. Et je vous cite tout de même la grande phrase de cette intervention. La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela, ils ne la croisent pas avec l'immigration. Les classes populaires vivent avec. La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Voilà pourquoi, conclut-il, les classes populaires ont migré vers l'extrême droite. Alors, est-ce que les princes qui nous gouvernent auraient compris qu'ils n'allaient pas changer les peuples? Je dois dire que cette dénomination de la Commission européenne m'a... La protection de notre mode de vie européen. M'a passablement surpris, venant en particulier d'une personne réputée pour sa prudence extrême vis-à-vis de tout ce qui peut ressembler à la bien-pensance. Oui, et puis on a son engagement réel d'ailleurs, puisqu'il paraît qu'elle a accueilli un Syrien chez nous. Oui. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ça relève effectivement de transactions de coulisses avec les pays du pacte de Visegrad, bien connu, où il s'agissait de faire un geste en leur faveur. Bon, qu'est-ce que ça recouvre au juste? Je ne sais pas. Mais je crois que tout ce monde politique regarde les sondages, regarde l'état de l'opinion, et on mesure qu'il y a une inquiétude profonde parce que réellement l'immigration est devenue un problème majeur pour l'Europe. Parce qu'elle a des effets sur le mode de vie, en effet, sur les mœurs, sur la culture. Parce qu'on ne peut pas. Multiculturalisme, bon, en soi, dans un premier temps, pourquoi pas? Mais il y a bien... pratiquons l'ouverture la plus large. Non, enfin, il faut se mettre d'accord. Le multiculturalisme, ça ne veut pas dire que vous avez simplement que vous avez des gens venus d'ailleurs. Ça veut dire que c'est un peu comme chez McDo. Tu viens comme tu veux. Tu viens comme tu es. Comme vous êtes. Oui, c'est ça. Mais ça a des effets sur la culture globale. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Ce qui veut dire que c'est reconnaître que le multiculturalisme n'est concevable qu'à l'intérieur d'un cadre où il y a une note dominante, qui est celle de la majorité. Malgré tout. Donc, c'est en fait un schéma minorité-majorité, en réalité. Et oui, il y a un problème. Alors, est-ce que, vous savez, c'est comme les dénominations des ministères en France. Hein, nous avons eu un ministère du redressement productif qui n'a pas beaucoup redressé la production. Et pas le ministère des loisirs. Ça, c'était l'innovation mitterrandienne de 1980. Le temps libre, ministère du temps libre.
mais qui s'indentait sur une réalité très présente de la société des loisirs, dont les dégâts continuent de s'étendre. Qui n'est pas sans rapport avec ce dont nous parlions précédemment. Parce que c'est notamment le temps libre des retraités. Évidemment. Et dans le tourisme de masse et l'horreur touristique que vous avez dénoncé dans Causeur, le poids de la masse est en partie constitué par une masse de retraités. Donc tout ça se tient. Et là, on est devant un défi dont, tôt ou tard, le système... C'est l'avantage du système démocratique dont on pourra dire tout le mal qu'on veut. Il a une perméabilité aux préoccupations collectives. Et elles peuvent mettre beaucoup de temps à arriver en haut lieu, mais elles y arrivent. Elles y arrivent toujours. Donc on y arrive. Et on y arrive. Donc, qu'est-ce qui va en advenir? Ça peut très bien être, par antiphrase justement, la commissaire chargée de ne pas traiter le problème de la protection. Oui, bien sûr. Mais puisqu'elle le dit, c'est pas la peine de le faire. Oui, c'est vrai. Et pour Macron? Et dans le cas de Macron, je pense qu'il a une vision assez lucide du rapport de force politique. C'est pas moi qui le dis, je me réfère à une autorité en la matière, à la fois très compétente sur le plan électoral et insoupçonnable idéologiquement, qui est Jean-Christophe Cambadélis. Et je suis sûr que son pronostic n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il fait une analyse du rapport de force électorale et il en conclut que Marine Le Pen sera élue en 2022 à cause du problème de l'immigration. Parce que, en effet, il y a un effet concentrique sur les électorats qui fait que quand vous avez 70% des Français contre vous, ce qui est le cas de Macron en gros, 2 Français sur 3, à un moment donné, il suffit d'un petit déplacement d'une partie. Pour le moment, tout va bien, il y a une partie à droite, une partie à gauche, ils ne sont pas faits pour se fédérer. Mais il suffit d'un petit déplacement d'un côté, dans un jeu presque calculable, pour que un accident se produise. Et je pense que Macron enregistre très logiquement. Le principe de réalité arrive par la voie électorale. D'accord, mais justement, ce qui était presque... Et par ailleurs, il faut dire une chose. Dans le tempérament, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Macron, il n'a pas le tempérament bourgeois. Et donc, il y a quelque chose probablement de tout à fait sincère dans sa déclaration. C'est pas son genre. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire par ailleurs qu'il peut, quelles que soient les arrière-pensées électorales, il peut tout simplement considérer que le problème est grave. Mais je pense qu'il... je le crois. Je le crois. Oui, mais je le crois, mais jusqu'à présent, en dépit du fait qu'il avait, je crois, une assez bonne appréciation des réalités dans ce domaine, il en a témoigné de multiples façons, d'ailleurs, par la bande, toujours, mais il n'en avait pas fait quelque chose de central dans la conduite de son gouvernement. Mais comment expliquez-vous que depuis des années, l'un des grands arguments du camp du tout va bien, du camp qui nous explique qu'il n'y a pas de problème d'immigration, qu'il n'y a qu'un problème de raciste, en quelque sorte, ils nous brandissent depuis des années des sondages dans lesquels, quand on demande aux Français quelles sont leurs préoccupations, en réalité, l'immigration n'arrive jamais en tête, vraiment. Non, mais que ça ne soit pas une préoccupation prioritaire, peut-être, mais en fait, quand vous analysez plus finement, mettons, la préoccupation numéro 1, le chômage. Comment ne pas le comprendre? Mais ils font un lien entre la problématique du chômage et celle de l'immigration. Ils font un lien entre l'arrivée d'une main-d'œuvre à très bas coût qui permet aux patrons de ne pas prendre des gens sur place qui paieraient plus cher. Donc, en réalité, c'est des arguments de surface qui ne tiennent pas compte de la manière dont les gens raisonnent en politique. Et en revanche, l'inquiétude vis-à-vis de l'islam, elle est mesurée. L'inquiétude vis-à-vis des effets de l'immigration, elle est très appréciée. Et quand on demande aux gens s'ils estiment qu'il y a trop d'immigrés en France, qui est une manière débile de poser la question, d'ailleurs, mais peu importe, leur réponse est écrasante. Ça c'est... Bon, donc, c'est pas avec des manières de... C'est pas en montant des micro-résultats comme ça qu'on a une juste vision du problème. On voit bien, on l'a aussi dit sur les ronds-points, on nous expliquait personne n'en parle. En réalité, ils en parlaient, mais n'en parlaient pas devant les caméras. Non, mais ils ont compris le film. Voilà. Donc, un mot... Si vous voulez vous disqualifier médiatiquement... Oui.
Ben voilà. Il suffit d'en Donc parler. là, on a tout de même une dichotomie, si vous voulez, c'est que 100% des journalistes pensent comme 20% de la population, en quelque sorte. Même pas 20%. 15. Oui. D'accord. Alors, une précision tout de même sur cette question du multiculturalisme. Vous dites le multiculturalisme, ça suppose ce que les Allemands appellent une Leichtkultur, une culture de référence. Ouais. Mais en réalité, ce qu'on voit, le multiculturalisme tel qu'on le prône, c'est en somme la culture de référence, c'est les droits de l'homme et un vague esprit démocratique, mais à l'intérieur de cette culture, bah, toi, tu as ta burqa, moi, j'ai mon string. Donc, il n'y aurait pas, en réalité, disons, de primauté de la culture européenne en Europe, si vous voulez, dans ce multiculturalisme. Rêver. Oui. Rêver. Oui. Parce que, par exemple, les gens doivent travailler. Ah bon? Ou en tout cas, par exemple, ils doivent s'adresser aux services sociaux, de préférence dans la langue que parlent les services sociaux en question. C'est assez utile. Il y a une contrepartie à ces droits, etc., etc. Donc, évidemment que tout ça, entre le multiculturalisme des théoriciens en chambre et la vie sociale réelle, il y a un abîme. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi opposer l'intégration qui suppose effectivement de demander aux arrivants une forme d'intégration, d'acclimatation à la culture locale par la langue. Ayam Suro le dit dans Causeur, vous voulez, puisqu'elle s'occupe d'une association de réfugiés, de gens qui ont obtenu le statut de réfugiés, et elle dit, nous ne leur demandons rien, même pas la langue en vrai. Les examens de français c'est bidon, si vous voulez. On ne demande rien aux gens qu'on accueille. Oui, eh bien, parce que nous vivons sur quelque chose qui est dépassé, qui est le fait que c'est supposé se passer tout seul. Oui, voilà. Mais c'est pas vrai. Oui, vous avez raison. C'est tout. Et vous diriez que les Français sont devenus racistes, plus racistes? Je pense que c'est un des pays les plus xénophiles du monde. J'engage tous ceux qui nous parlent du racisme français d'aller se promener ailleurs et de mesurer, par exemple, non pas le racisme, mais les préjugés hostiles dont ils seront victimes en tant que Français. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour faire cette expérience. D'accord, mais après tout, est-ce que c'est pas normal de penser que sa culture, sa façon d'élever les enfants, sa façon de se marier ou de choisir sa femme, sa façon de travailler est finalement meilleure? Est-ce que c'est pas un peu universel? Ah, ça, c'est une chose. Autre chose est de devoir en entretenir toute une série de préjugés sur les autres. Oui, bien sûr. Le problème n'est pas dans l'appréciation de l'excellent. Parce que les gens ne disent pas meilleur, ce qui suppose une compétition, une comparaison. Préférable. Ils disent bonne, c'est la bonne. C'est la bonne. Ouais. Mais après, autre chose est l'appréciation que vous portez sur les autres. C'est là que les difficultés commencent. C'est vrai. C'est vrai qu'on dit beaucoup de bêtises sur les Français. Oui, ça, et quelques vérités. Parfois. Ben oui, aussi. Mais d'abord, il faut mesurer la note dominante dans un pays. Si on prend les exceptions pathologiques, on pourrait faire un portrait terrifiant de la planète. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on fait à propos c'est ce que font les féministes quand elles décrivent à peu près tous les hommes comme des violeurs et des tabasseurs de femmes. Des assassins en puissance. Des assassins en puissance. Et ça, c'est le nouveau stade. Oui. Ils ne se contentent plus du viol, ils passent à l'acte, ils trucident. Oui, féminicide. Allez, une petite dernière pour la route, puisque le débat sur la PMA, nous en avons déjà parlé, il n'a pas encore vraiment commencé, mais alors les sondages, eux, sont tout à fait cabrioles. 70% des Français sont favorables à la PMA, à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et pour la GPA, c'est une question de temps, puisqu'on en est à 50%. Et alors, c'est Jean-Baptiste Roch qui m'a signalé cela, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le Huffington Post une tribune de Raphaël Gérard, qui est député, un des députés LREM, inconnu, enfin moi je ne le connaissais pas, et d'autres... Ils sont tous inconnus. Oui, je voulais dire. Et d'autres élus LREM signent une tribune affirmant qu'être trans... Alors dans le texte, il dit transidentitaire, attention, mais dans le titre, c'est être trans n'est ni un choix, ni une contre-indication à la parentalité. Il demande donc que le législateur réfléchisse, ils ne demandent pas, ils ne disent pas on veut, nous exigeons, nous allons déposer des amendements, ils disent il faudrait y réfléchir, c'est assez modéré, à la possibilité d'ouvrir la PMA aux hommes trans célibataires. Je n'ai pas très bien compris pourquoi c'est... Voilà, aux hommes trans célibataires, je ne veux froisser personne. Alors...
Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle affirmation? Je pense que nous sommes dans un mouvement irrésistible. À partir du moment où les prémices sont posées, elles ont été posées il y a longtemps, hein, ce qui est important, c'est l'être de droit qui est au centre de chacun de nous. Il se trouve qu'il est homme, femme, ça n'a aucune importance. À partir du moment où on est dans cette logique, on ne peut pas s'arrêter. Comme il y a par ailleurs un consentement qui va de pair avec les principes d'une société de marché, pourquoi pas la GPA? Cette histoire de marchandisation du corps qui indigne les vieilles dernières consciences anticapitalistes pures et dures ne tient pas bon. C'est choisi. Ben oui. Voilà, on n'oblige personne. On n'oblige personne. Les gens pensent qu'ils peuvent avoir un épanouissement personnel, des revenus, que sais-je encore, par ce moyen. On est là devant quelque chose qui a sa logique propre et qui ira au bout. Et à partir du moment où le désir d'enfant devient quelque chose en soi de sacré, qu'est-ce qu'on peut lui opposer? Oui, parce que vous dites nous sommes tous nous sommes obsédés par nos droits, surtout par les droits que nous n'avons pas encore. Oui. Par ceux dont nous sommes spoliés. Et puis il y a des configurations nouvelles qui font que la question ne se posait pas, je pense, dans une société de l'enfant très nombreux, où ils étaient déjà partout, c'est j'ose dire, comme on le voit dans les pays du tiers-monde aujourd'hui. Donc ça changeait le paysage. Aujourd'hui, on est dans une société où, et c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce désir d'enfant, qui est quelque chose d'une nouveauté. On avait des enfants, maintenant on désire des enfants. Qu'est-ce qu'il y a, d'après vous? Là, je pense qu'il y a quelque chose de multiple. Hein. Je ne pense pas que ça répond à un facteur unique. Il y a probablement, d'ailleurs, tout simplement, le sentiment du vide des existences et le besoin de se dévouer inconditionnellement à une cause. Cette cause ne peut plus être une cause collective, elle est la cause d'un enfant qu'on élève et pour lequel on met sa vie à son service. Parce que sinon, elle ne sert à rien. Vous justifiez votre existence. Oui, ben c'est très puissant. Et le minimum, c'est que ça vous donne... Bizarrement, le couple d'aujourd'hui ne fabrique plus une cellule sociale dont les gens ressentent toujours le besoin. Et il faut l'enfant dans le couple pour qu'il y ait cette intimité vraie d'une famille, au sens finalement classique du mot, qui demeure, même si l'institution comme telle n'a plus le sens qu'elle a eu, ça demeure un idéal pour la plupart des gens. L'enfant, c'est ce qui vous fait accéder à la plénitude d'une vie privée. Et d'autre part, qui vous donne une cause. Un sens, oui, un sens. Et le dévouement, le besoin, ce qui est dans notre monde individualiste, le besoin de dévouement n'a absolument pas disparu. On le voit à de multiples aspects de la vie collective. Et on a besoin de gens à aimer, effectivement. Ben oui. Voilà, ça c'est tout à fait vrai. Tout de même, je sais... à aimer et à servir. Oui, on veut se sentir utile. Oui, absolument. Mais, donc c'est pas déshonorant. Mais non, c'est certes pas déshonorant. Ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose toutes sortes de questions, ça c'est sûr. Parce que tout de même, si vous voulez, je suis pas sûr qu'on soit tout à fait d'accord, mais il me semble quand même qu'il y a un grand saut aujourd'hui qui est la procréation en solo. Vous me dites ça va être réservé à des privilégiés. Oui, aujourd'hui, mais ça va devenir une norme. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais rendez-vous dans 20 ans. Rendez-vous. Cher Marcel. Il nous reste à nous souhaiter une longue vie grâce à la retraite. Eh bien oui, grâce à la retraite que ces petits sacripants vont enfin nous payer, bon sang, quand même. Et est-ce que vous croyez sur la PMA qu'on va assister à un remake de 2013, grande bataille, de manif Je ne le crois pas. Non. Je ne le crois pas parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Quelque chose qui tient totalement à la maladresse du gouvernement socialiste, qui, il faut dire, a été impolitique du premier jour au dernier. Et impoli. Et impoli en plus. Mais ça a été un moment de prise de conscience par une France traditionnelle, disons, au sens qui n'a rien de péjoratif pour moi, c'est comme ça, de l'évolution des mœurs. Les gens ont découvert tout d'un coup, au travers d'une disposition législative,
un changement de la vie sociale radical. Ils en ont pris conscience, et ça, le premier mouvement a été un haut le cœur, une espèce de rejet. Et puis ils ont compris, pour la masse, ils ont enregistré le changement. Alors, on peut le détester, on peut abominer cette manière d'être, mais on a compris, tout le monde a compris que c'est en fait la dynamique tocquevillienne de l'égalité qui continue. Et même si elle arrive dans des coins dont Tocqueville n'aurait pas eu l'idée. Oui, ça, je ne suis pas sûr. Je ne vois pas encore le chapitre PMH et Tocqueville. Non, mais c'est c'est l'égalité des conditions telles qu'il l'a définie qui continue. Oui, vous avez raison, pourquoi pas moi? Ben oui. Voilà, toi, tu as un enfant, pourquoi pas moi? Peu importe que ma sexualité soit ou non adaptée à cette exigence. C'est pas le problème. Non, non. Et donc, tout le monde a compris maintenant, je pense, le fond de l'affaire. Et par conséquent, quelques jugements qu'on porte dessus, ça ne suscite plus la même émotion. Oui, c'est l'argument qu'on nous oppose toujours. De toute façon, ça va arriver. Mais c'est plus que ça. C'est pas simplement ça va arriver. C'est arrivé. Ça va arriver en fonction de prémices qui sont celles dans lesquelles nous nous reconnaissons tous, même si c'en est une dérivation un peu latérale. Oui, oui. C'est ça la question. Vous le disiez en 2013, vous disiez les gens de la Manif pour tous ne voient même pas qu'ils sont des produits eux-mêmes de l'individualisme contemporain. Eh bien oui, mais ils l'ont compris. Très bien. Je vous remercie. Comme d'habitude, c'était passionnant, Marcel Gauchet.